Stanislas Berton, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur une nouvelle chaîne internet qui s'appelle Hopla Info. Nous sommes un média alternatif local qui a pour objectif de défendre la liberté de parole et le droit à l'expression pour tout un chacun. Nous allons à la rencontre d'acteurs locaux, soit alsaciens, soit des personnalités qui peuvent être de passage en Alsace et qui méritent selon nous d'être découverts et entendus. Vous êtes ancien chef d'entreprise, spécialiste de l'analyse économique et des risques systémiques, aujourd'hui auteur de plusieurs livres. Vous êtes d'origine lorraine et actuellement de passage en Alsace. Pour commencer, Stanislas Berton, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler de votre parcours pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Tout d'abord, merci de m'inviter dans ce nouveau média local. Et alors, comme vous l'avez dit, je suis lorrain, j'ai fait toute ma scolarité, toute mon enfance à Lunéville. J'ai une formation économique et commerciale. Et j'ai créé assez rapidement, après mes études, une entreprise qui était dans le secteur de l'informatique et du jeu vidéo. Et là, depuis quelques années, en effet, je me consacre à l'écriture et en tant qu'auteur, et j'ai ma propre maison d'édition également. Et donc j'ai écrit en tout 5 livres qui sont donc Être français, La France retrouvée et la série Le Mélacité en 3 volumes. Et je suis également très présent sur les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter, Telegram. Et j'interviens aussi dans les médias, par exemple sur Sud Radio avec André Berkoff, TV Liberté, enfin tout ce qui est médias alternatifs, pour faire essentiellement de la réinformation. Très bien, tout à fait. D'ailleurs, vos ouvrages comme votre exposition sur ces médias alternatifs sont assez récents. Votre premier essai, Lettre à ma sœur, était paru en 2018. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette notoriété récente de votre démarche ? Oui, alors bon, ma notoriété, c'est vrai que là, on va dire depuis 2022, et notamment des passages sur Sud Radio, ma notoriété augmente. Après, c'est vraiment le fruit d'un long travail, parce que comme vous l'avez dit, j'ai commencé donc en 2018, et c'était vraiment repartir de zéro pour moi, c'est-à-dire j'étais pas du tout connu, et si on regarde par exemple l'évolution des vues que je peux faire, ma première émission sur TV Liberté pour mon premier livre, j'ai peut-être dû faire 5000 vues, et là aujourd'hui, avec le dernier, on est à presque 150 000, donc il y a vraiment eu une progression, mais ça s'est fait vraiment lentement, c'est-à-dire quelque part j'en suis très heureux parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a des gens qui sont propulsés du jour au lendemain sur le devant de la scène. Moi dans mon cas ça s'est fait graduellement, petit à petit, et il y a eu de plus en plus de gens qui ont découvert mon travail et qui s'y intéressent. Et donc j'en suis très heureux, mais ça c'est aussi une leçon importante, c'est que tout ce qui est important demande du temps. Et il faut toujours se méfier quand il y a des gens qui sortent de nulle part et qui tout d'un coup sont poussés sur le devant de la scène. En général, il faut se demander qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir une notoriété aussi rapide. Pour arriver là, ouais, tout à fait, aussi vite. Ouais. Pour revenir à vos analyses, elles sont pour une grande partie inspirées d'articles anglophones. Pouvez-vous nous parler de vos sources d'information principales? Oui, alors ça c'est un système que j'ai développé. Alors dans le cadre de mes études, comme j'ai dit, j'ai une formation économique et commerciale, et j'ai aussi une formation en quelque chose qui s'appelle l'intelligence économique, ce qui est en fait du renseignement mais appliqué au domaine commercial, civil. Et en fait, j'utilise ces outils-là donc pour identifier notamment les sources qui sont intéressantes. Et la démarche, et ce qui fait que mon travail est suivi, c'est que j'ai toujours ce souci de trouver à la fois l'information critique et l'information qui n'est pas forcément donnée ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Et alors je vais, comme vous l'avez dit, beaucoup chercher ce qui se passe dans les pays anglophones. Pourquoi ? Parce que déjà aujourd'hui, on peut le déplorer, mais l'anglais, c'est quand même la langue de l'information, c'est la langue de la science, et souvent on constate que rien que le simple fait de lire des choses en anglais, des papiers de recherche, des articles, ça vous donne un temps d'avance sur ce qui se passe en France, parce que le temps que ça soit traduit, le temps que l'information arrive, etc., il y a des mois qui se sont passés. Et je vais vous donner un exemple à ce sujet. En fin d'année dernière, j'ai fait notamment une émission avec André Berkoff sur le rapport sur le fils d'Hunter Biden. En fait, c'est un rapport qui a été publié par un think tank anglais que je suivais déjà depuis plusieurs années. Et donc, ça m'a permis d'intervenir vraiment quasiment en 24 heures sur le sujet. Et ça m'amuse un petit peu parce que je vois qu'il y a des grands médias type Le Figaro, type Le Point, qui traitent de ce sujet avec entre 2 mois et 4 mois de retard. Voilà. Alors que c'est des journalistes qui sont censés être payés à temps plein pour faire ça et être des correspondants sur place aux États-Unis, etc. Donc il y a vraiment, quand on est avec cette capacité-là à identifier la bonne information et de traiter directement en anglais, voilà, ça donne quand même plusieurs coups d'avance en général. Vous affirmez votre foi catholique et vous revendiquez l'héritage chrétien de la France. Quel regard portez-vous sur l'Église d'aujourd'hui? Pensez-vous que l'Église conciliaire qui est issue de Vatican II est, entre guillemets, une fausse Église? Alors déjà, c'est en effet un sujet qui est très important.
Ce qui est à retenir, c'est que ce que je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas juger l'Église actuelle et la confondre avec l'Église avec un E majuscule qui est l'institution éternelle, hein, parce que l'Évangile nous dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc en fait, les gens ont cette image avec notamment le pape François qui multiplie des déclarations vraiment problématiques sur beaucoup de sujets. Il ne faut pas la confondre, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme l'État a été subverti, l'Église a été subvertie. Moi, on parle, vous savez, de l'État profond du Deep State, il y a aussi une Deep Church. Et en fait, il y a une volonté, quand on travaille sur le sujet, moi j'ai partagé énormément d'analyses là-dessus, en fait, il y a eu une volonté de détruire l'Église de l'intérieur, comme toutes les institutions, comme on a voulu détruire l'État de l'intérieur, détruire la France de l'intérieur. Donc moi, je comprends les gens qui ont un regard critique sur l'Église, mais il faut comprendre que, en fait, c'est une Église, on va dire, déformée, et surtout ceux qui voudraient renouer avec leur foi catholique, moi je les invite à retourner vers des paroisses traditionnelles, et comme je suis aujourd'hui en Alsace avec vous, il y a une chance extraordinaire en Alsace, c'est la paroisse de la Croix-Glorieuse avec une église à Strasbourg et une église à Colmar, et qui offre justement aux fidèles de retrouver ce que c'est que, on va dire, l'église de toujours, l'église éternelle avec cette pratique traditionnelle. Très bien. Vous parliez justement de Deep Church et de volonté de la détruire de l'intérieur. Ça va nous faire une transition pour la question suivante. Vous évoquez dans vos livres le mondialisme comme étant un projet totalitaire d'une minorité de progressistes ou de fanatiques qui détiennent les leviers du pouvoir. Vous citez notamment, pour ne citer que, les Rothschild, les Rockefeller, Wallenberg, Warburg, Soros, Bill Gates, Klaus Schwab ou encore les Saouds. Lorsqu'on les écoute bien, ces personnes ont une foi quasi religieuse dans leur projet. Pensez-vous, comme certains auteurs, que le mondialisme est un messianisme? Messianisme au sens où l'objectif premier serait de détruire le messianisme christique au profit d'un autre messianisme. Oui, tout à fait. C'est très important de comprendre ça. Et avant de parler du messianisme, il faut rappeler que le combat est spirituel. C'est-à-dire que souvent les gens se concentrent sur la partie politique, et ce que j'essaye d'expliquer notamment à travers mon travail et mes analyses, c'est qu'on est en réalité dans un combat spirituel. Et ça, c'est saint Paul qui le dit très bien, qui dit « car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais les principautés ». Donc en fait, c'est ça, on se bat contre quelque chose qui est au-delà du monde matériel, et donc le combat est spirituel. Donc ça, absolument. Et d'ailleurs, c'est je dirais, cette prise de conscience. En fait, c'est mon travail qui m'a ramené au catholicisme. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur ces réseaux, en fait, et que vous vous rendez compte, en effet, qu'eux sont très religieux et s'inscrivent dans le combat dans une dimension spirituelle, bah, ça vous ramène à votre propre spiritualité et à votre propre religion, donc en tant que Français, à la religion catholique. Et donc ça, c'est très important. Et après, pour revenir à votre première question sur le messianisme, oui, tout à fait. C'est-à-dire, il y a ce projet qui est en fait, de créer ce qu'ils appellent un homme nouveau, de faire table rase, de détruire complètement la société et le monde issu de la révélation chrétienne, enfin de la religion chrétienne. Donc ils sont, et en fait leur messie, et ça c'est très choquant pour beaucoup de contemporains, en fait leur messie c'est le diable. Et ils ne s'en cachent pas. Et en fait, le Messie qu'ils appellent de leur vœu, c'est l'Antéchrist. Et en fait, il y a cette idée qui est assez effrayante, qui est de dire que plus on va faire des sacrifices, plus on va hâter la venue de cet Antéchrist du diable. Et en fait, ça c'est une clé aussi que j'ai découvert en lisant à la fois René Girard et un auteur lorrain qui est Sylvain Durin, c'est sur le rapport entre le sacré et les sacrifices. Et quand on a cette clé, en fait, on comprend, en fait, ce qu'explique Girard, c'est que le christianisme permet de mettre fin au sacrifice. Il éteint le sacrifice, la logique sacrificielle. Et en fait, toute société qui se déchristianise ou s'éloigne du christianisme retourne à la pratique des sacrifices humains. Et là, aujourd'hui, on est vraiment en plein dedans. C'est vraiment une clé pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça, c'est un message important que j'essaye de faire passer dans mes livres, dans mes interventions et dans mes conférences pour essayer de donner cette clé au public. À travers vos écrits, vous faites un constat alarmant de la situation du monde et de la France en particulier. Quelles sont vos principales solutions que vous proposeriez pour inverser cette tendance ? Alors justement, en fait, ça fait le lien avec votre question précédente, c'est qu'il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire il faut faire les choses dans l'ordre, on va commencer par le haut. Donc le premier niveau, c'est vraiment le niveau spirituel, c'est-à-dire comprendre ce qu'on vient d'expliquer à l'instant, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais qu'il y a ce combat en fait vraiment contre les forces du bien et les forces du mal. Ensuite, à l'étage en dessous, on va aller au niveau philosophique, et il faut comprendre tout ce qui est l'arnaque de la modernité au sens philosophique, avec un grand M, et en gros, pour simplifier, c'est tout le projet des Lumières. Et ça, c'est un travail à faire, parce que quand vous êtes, ce que je dis souvent, c'est que quand vous êtes à l'école, on vous fait par exemple étudier la philosophie, on va vous faire étudier Rousseau, Diderot, Voltaire, voilà, tous ces philosophes des Lumières, alors soi-disant pour réveiller votre esprit critique,
Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a des philosophes anti-lumière qui ont critiqué ce projet philosophique et qui étaient très nombreux et qui ont des arguments extrêmement intéressants à faire valoir, mais eux, on ne les étudie jamais. Moi, j'ai attendu d'avoir plus de la trentaine bien entamée pour découvrir, par exemple, Joseph de Maistre, pour découvrir voilà, tous ces penseurs qui déjà à l'époque, contestaient ce projet philosophique qui prône l'égalité, le progrès, les droits de l'homme, etc. Et donc en fait, il y a déjà cette imposture philosophique qu'il faut remettre en cause. Donc ça, c'est le niveau philosophique. Ensuite, on arrive au niveau politique, et là encore, il y a un autre piège. Parce qu'en fait, ce qu'on nous montre dans les journaux, dans la politique telle qu'elle est traitée dans les médias, en fait, on nous dit Emmanuel Macron, par exemple, est le président de la France. Mais en fait, Emmanuel Macron, c'est pas lui qui détient le pouvoir en France. Quand on travaille sur ces réseaux-là, en fait, on se rend compte que ce n'est qu'un pantin, et que derrière, il y a des intérêts extrêmement puissants, mais qui justement ont l'extrême habileté de mettre en fait des marionnettes sur le devant de la scène, et en fait, ce sont les fusibles qui sautent quand la colère populaire devient trop forte, et en fait, ceux qui détiennent réellement le pouvoir restent en place et continuent et remplacent un pantin par un autre. Et il y a toujours deux citations que je donne. C'est par exemple dans le cas d'Emmanuel Macron, il y a Jacques Attali qui dit « Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai créé, qui l'ai inventé totalement ». Et dans un autre pays, il y a Ihor Kolomoïski, qui est un oligarque ukrainien, qui dit « Zelensky est ma marionnette et je suis le marionnettiste ». Et ça, il le dit dans le Times en 2019. Donc voilà, c'est pas sur un obscur site complotiste, c'est dans le New York Times. Donc voilà, donc on voit que derrière, il y a ces réseaux de pouvoir, et ça, c'est un autre aspect de mon travail, c'est d'essayer justement d'expliquer aux gens quels sont ces vrais réseaux qu'il y a derrière. Et donc la dernière étape, quand on redescend, c'est en fait, il faut se réinformer. Il faut refaire son éducation, et moi je le dis d'autant plus simplement que c'est ce que j'ai fait, et mes livres, par exemple, toute la série L'Homme et la Cité témoignent de ça, c'est ce travail de se reformer, et en fait de se rendre compte qu'on nous a farci la tête avec voilà, beaucoup de choses fausses, que ce soit par l'éducation qu'on a reçue à l'école ou par ce que racontent les médias. Et en fait, il faut se refaire son éducation en lisant, en se cultivant, en ayant des maîtres qui nous guident vers cette connaissance réelle. Et ça, c'est un travail dont je pense personne ne pourra faire l'économie dans les années à venir. Pour faire le lien une fois de plus, on pourrait avoir l'impression, en tout cas depuis quelques années, qu'il y a de plus en plus de gens dans la population qui prennent conscience ou qui se réapproprient peut-être leur culture ou qui sont plus curieux et qui vont chercher par eux-mêmes l'information. Dans l'hypothèse d'un revirement politique sous la pression populaire ou on va dire insufflé à travers un mouvement du type gilet jaune qui serait décuplé, quelles sont d'après vous les figures qui pourraient incarner le renouveau de la France ? Oui, alors, il y a beaucoup de figures, hein, je peux en citer quelques-unes. Il y a par exemple quelqu'un comme François Asselineau qui défend depuis plusieurs années le Frexit. Il y a Florian Philippot qui a été très présent dans tout ce qui est soutien aux Gilets jaunes ou lutte contre la dictature sanitaire. Il y a différents types de figures. Et après, alors, je voudrais dire deux choses. C'est qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que les mouvements, enfin les révolutions, etc., sont toujours portés par une élite. Donc la vraie question aujourd'hui, et ce qui manque à la France, c'est une élite patriote, catholique, qui serait en capacité justement d'exercer le pouvoir et de porter un projet qui défendrait le bien commun pour l'ensemble de la société française. Donc ça, c'est une chose. Et après, malgré les figures que j'ai citées, qui font un travail admirable, je trouve que ce qui manque de notre pays, c'est une figure qui serait, je dirais, qui donnerait la vision d'ensemble telle qu'on a pu avoir, par exemple, à travers le général de Gaulle ou la figure aujourd'hui de Vladimir Poutine. Il manque un vrai leader, un chef qui incarne en fait le nouveau projet de la société française et qui est capable d'être, je dirais, en surplomb et d'avoir, cette vision d'ensemble. Je pense que c'est ça aujourd'hui, mais bon, on sait toujours que ce sont les événements qui révèlent les hommes. Donc je pense que si une telle figure ou deux telles figures devaient émerger, ça se fera certainement dans les années à venir. Peut-être très prochainement, mais d'ailleurs pour convaincre et gagner la bataille de la réinformation et éventuellement faire émerger ce type de figure, il faudrait donc réunir toutes les forces résistantes. Jean-Dominique Michel, qui est anthropologue médical et expert en santé publique, a, lors de ses vœux pour la nouvelle année 2023, appelé à l'unisson justement de toutes les forces de résistants, quelle que soit leur provenance. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que c'est juste, alors jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que je partage totalement cette analyse que là, la priorité, c'est de libérer la France. C'est ce que je dis souvent, c'est que la France est occupée par le mondialisme. Les Français sont de fait réduits en esclavage. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte, parce que j'en parle dans mon dernier livre. Ils sont enfermés dans cette prison cognitive qui, en fait, qui leur fait aimer leur servitude et qui, en leur donnant des petites libertés essentielles, en gros, on a le droit de choisir parmi 50 genres, mais voilà, on a des soignants qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils refusent une injection expérimentale. On n'a plus le droit de faire l'école à la maison de ses enfants, mais par contre, on a le droit de se teindre les cheveux de 15 façons différentes. Enfin, on donne des choses essentielles et accessoires pour priver les gens de l'essentiel. Donc, qu'on libère le pays de cette oligarchie mondialiste, ça, c'est quelque chose qui, je dirais, qui concerne tout le monde et qui va au-delà des différences entre gauche, droite. Là, c'est vraiment nous contre eux, c'est-à-dire le peuple contre une oligarchie, mais ultra minoritaire, et même des gens qui appartiennent aux classes aisées, même très aisées, en fait, ne devraient pas s'identifier à cette classe. Parce qu'en fait, cette classe, d'ailleurs, on le voit, elle les sacrifie tôt ou tard. Et en fait, tout le monde est concerné en réalité. Il y a vraiment que cette minorité qui concerne, je ne sais pas, peut-être que dizaines de milliers de personnes en France. Donc c'est vraiment rien du tout. Donc ça, c'est une chose. Après, la deuxième chose, c'est la question qui va se poser assez après, c'est quel type de France on veut. Parce que ça, on peut être d'accord pour dire on rejette l'ennemi commun, mais après, c'est quelle société on va construire derrière. Donc là, je pense qu'il y a aussi des points d'accord qu'on peut trouver sur la dignité, sur la justice, sur remettre l'État au service du bien commun. Tout ça, on est d'accord, et avoir des gens qui ont à cœur de pas piller leur pays et de sacrifier leur peuple, mais au contraire de le faire prospérer et d'aider le peuple. Après, c'est quelles vont être je dirais, les grandes lignes directrices. Moi, j'ai expliqué pourquoi je pense que seul le retour d'une France catholique peut nous faire sortir des difficultés dans lesquelles on se trouve, à la fois pour des questions spirituelles. J'ai évoqué la question des sacrifices, et aussi je l'ai expliqué sur la partie géopolitique. C'est-à-dire aujourd'hui on voit qu'il y a par exemple une Russie orthodoxe qui est en pleine résurgence, qui est en train de s'imposer à l'échelle mondiale. Et j'ai toujours dit qu'en Europe, en Eurasie même, le contrepoids de ça doit être une France catholique qui est en fait le pays à défendre ce modèle-là. Et on parle toujours de l'émergence d'un monde multipolaire. Je dis que ce monde multipolaire, il ne peut être que complet qu'avec la présence d'une France catholique dans le concert des nations. Alors, ce qui peut d'ailleurs donner espoir aux Français qui seraient catholiques, qui se dirait qu'aujourd'hui la situation est un petit peu périlleuse. La puissance de l'orthodoxie actuelle dans la Russie de Vladimir Poutine n'était pas si évidente non plus. Donc on peut garder espoir. Quittons maintenant le terrain politique et partons à des sujets un petit peu plus légers et personnels. Est-ce que vous auriez actuellement d'autres projets en cours ? L'Homme et la Cité, volume 3, qui vient de sortir en effet. Alors pour l'instant, je me concentre sur la promotion de ce livre, et sur faire des conférences notamment. Je suis très sollicité, j'en suis très heureux. Et d'ailleurs, s'il y a des Alsaciens qui voient cette vidéo et qui voudraient que je vienne intervenir en Alsace dans un cadre associatif ou même particulier, je serais très heureux de le faire, parce que j'ai vraiment envie justement de partager ces analyses le plus largement possible pour donner les clés pour comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Très bien, l'appel est lancé. En dehors de vos activités professionnelles, est-ce que vous avez des loisirs ou des activités qui vous tiennent à cœur ? Alors moi j'ai des loisirs assez simples. Moi j'aime beaucoup déjà marcher. Quand je suis en Alsace, j'ai beaucoup de plaisir à aller me promener par exemple dans les vignobles qui sont autour de Colmar. Par exemple, il y a une belle balade à faire au-dessus de Turkheim dans les coteaux. Ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et quand je suis en Lorraine, c'est vraiment aller marcher dans la campagne lorraine, dans les forêts aussi qui sont autour de Lunéville. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Après je suis aussi en bon français un amateur de gastronomie. Alors ça va aussi des produits locaux, produits du terroir, type Flammenkuche en Alsace, pâté lorrain en Lorraine, et puis aussi des choses un peu plus gastronomiques, mais vraiment toutes les bonnes choses que le terroir français peut nous offrir. Avec votre discernement sur les forces qui régissent notre société, quels conseils donneriez-vous à notre jeunesse pour les appréhender, voire aller déjouer ? Alors ça c'est très important, parce qu'en plus la jeunesse c'est vraiment l'avenir, et d'ailleurs nos adversaires, enfin ceux qui veulent détruire la France, ont bien compris, puisqu'ils essayent d'endoctriner la jeunesse, notamment avec tout ce qui se passe à l'école. Donc les conseils que je pourrais donner, c'est vraiment cette phrase de Saint Paul qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ».
C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le monde moderne fait tout pour vous détruire et je dirais, pour faire de vous des esclaves. Donc comment vous libérer de ça et vous garder de ces influences néfastes? En fait, il faut faire tout le contraire. C'est-à-dire, on vous pousse vers le matérialisme effréné, et ben, au contraire, aller vers le spirituel, vers je dirais, le désintérêt, se soucier voilà, de tout ce qui n'est pas uniquement matériel. On vous pousse vers l'individualisme, pareil, forcené, vers le narcissisme. Ben, au contraire, souciez-vous du bien commun et essayez de penser un peu plus aux autres que juste à votre petite personne. On vous dit il faut la jouissance immédiate. Et ben, au contraire, essayez de travailler sur le temps long, essayez de développer une discipline, parce que ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment comprendre que tout ce qui est important dans la vie, que ce soit voilà, pour une pratique sportive, que ce soit sur le plan intellectuel, professionnel, même dans le couple, ça se construit dans la durée et ça demande des efforts. Donc aujourd'hui, on essaye de vous faire croire que tout est facile et que tout peut être obtenu tout de suite. Et ça, c'est un immense mensonge et ça va rendre des générations entières totalement inadaptées à obtenir ce qu'elles veulent, parce que quand on veut vraiment obtenir quelque chose, temps et effort. Donc ça, il y a ça. Et puis voilà, le modèle qu'on nous présente, par exemple de dire soyez un énorme séducteur et voilà, couchez avec tout ce qui bouge, bah, essayez plutôt de trouver une femme qui vous plaît, épousez-la et faites-lui beaucoup d'enfants et restez 40 ans avec, ou 50 ans, ou jusqu'à votre mort. Ça, c'est aussi un contre-modèle. Et voilà, créer des familles stables, solides, solidaires. Ça, c'est vraiment c'est vraiment prendre le contre-pied en fait, de tout le modèle que la société actuelle essaye de vous vendre. Eh bien, merci beaucoup. La tradition de cette chaîne veut que nous laissions le mot de la fin à l'invité. Est-ce que vous avez quelque chose que vous vouliez ajouter ? Oui, je pourrais ajouter une chose, c'est que le système actuel essaye de vous faire croire que vous pourrez vous sortir de la situation actuelle seul. Donc que ça soit par exemple au niveau privé, c'est-à-dire, j'ai dit il y a quelques instants, la famille c'est quelque chose de très important, le couple est quelque chose de très important. Au niveau politique, c'est pareil, si on vous fait croire que voilà, juste par votre action de citoyen en mettant un bulletin dans l'urne, vous allez faire de la politique, non, la politique c'est pas ça. La politique c'est par exemple ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, des gens qui se sont réunis, qui ont monté un média local et qui donnent la parole à des gens pour faire de la réinformation, pour faire découvrir d'autres idées. Voilà, ça c'est de la politique. Créer une école, il y en a une je crois qui s'est créée il n'y a pas longtemps à Colmar, une école hors contrat, ça c'est une initiative pour donner un autre modèle éducatif aux enfants. Il y a plein de façons en fait de faire de la politique au sens police, ça vient de la cité, donc ça veut dire agir dans la cité et ne pas le faire seul, on peut le faire qu'en groupe. Et puis le dernier point, c'est pour terminer sur le plan spirituel, c'est vous ne pourrez pas vous en sortir seul, vous allez avoir besoin de l'aide de Dieu et du Christ, parce que face aux puissances vraiment diaboliques auxquelles on fait face, vous avez besoin de l'aide de Dieu et du Christ. Très bien, eh bien ce sera le mot de la fin. Stanislas Berton, encore merci beaucoup pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder. Merci à vous. Bonne promotion pour votre dernier ouvrage et une très bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt.